Signez maintenant ou le mariage est annulé, déclara Patricia Harrington en faisant glisser une enveloppe épaisse sur la table en acajou poli vers moi. C'est ça ou vous pouvez oublier ma fille pour toujours. J'étais assis dans la bibliothèque privée du manoir des Harrington à Beacon Hill, Boston, entouré d'étagères remplies de livres coûteux qui n'avaient probablement jamais été ouverts. L'odeur du cuir et du bois ciré ne parvenait pas à masquer la tension palpable dans l'air. À 3 jours de mon mariage avec Emma, la femme de mes rêves, ses parents m'avaient convoqué pour une conversation importante sur l'avenir de la famille. Patricia, une femme de 55 ans aux cheveux parfaitement coiffés et vêtue d'un tailleur qui coûtait plus cher que la plupart des voitures, me regardait avec cette expression que j'avais appris à reconnaître au cours des 2 dernières années. Un mépris à peine dissimulé. Je m'appelle Julian Parker et, à 30 ans, je venais de recevoir l'ultimatum le plus humiliant de ma vie. Mais tandis que Patricia souriait avec cette confiance empoisonnée, pensant m'avoir complètement acculé, elle ne se doutait pas qu'elle était sur le point de découvrir que le pauvre fils de prof avait quelques secrets bien cachés. Robert Harrington, assis à côté de sa femme, a ajusté les poignets de sa chemise italienne tout en adoptant le ton condescendant qu'il utilisait lors de ses réunions du conseil d'administration. « Julian, vous semblez être un garçon sensé. Vous comprenez certainement que notre famille a des responsabilités, certaines protections qui doivent être maintenues. » J'ouvris lentement l'enveloppe, faisant semblant de ne pas remarquer qu'ils se penchaient tous les deux en avant, attendant ma réaction. Le contrat prénuptial comptait 42 pages de jargon juridique qui disait en substance « Si vous divorcez, vous partez sans rien, quoi qu'il arrive. » C'était tellement unilatéral que c'en était insultant. « Intéressant », murmurai-je en feuilletant les pages avec un calme délibéré. « Très complet. » Patricia rit, d'un rire cristallin et froid. « C'est la norme pour les familles comme la nôtre. Je suis sûr que quelqu'un de votre milieu comprend la nécessité d'être clair sur les questions financières. » Mon milieu. Comme si j'étais sorti de nulle part. Pendant 2 ans, ils m'avaient toléré parce qu'Emma m'aimait, mais il ne manquait jamais une occasion de me rappeler que je n'appartenais pas à leur monde. Les blagues subtiles sur mes vêtements de bureau, les commentaires sur ma voiture pratique, la façon dont il oubliait toujours de m'inviter aux événements familiaux importants. Il y a une clause intéressante ici sur la propriété intellectuelle, ai-je fait remarquer en m'arrêtant sur une page spécifique, et une autre sur les restrictions d'accès aux comptes familiaux. Robert a fait un signe impatient. Des détails techniques. L'important, c'est que cela protège les intérêts de tous. De tous. Comme si j'étais une menace parasite qui devait être contenue. Je refermai le document et le reposai sur la table. Et si je refuse? Ils échangèrent un regard qui en disait long. Patricia redressa les épaules, adoptant sa posture de combat. Alors tu n'aimes pas notre fille autant que tu le prétends. Parce qu'un homme qui aime sincèrement une femme ferait tout pour assurer son avenir. La manipulation était si évidente qu'elle en était enfantine. Mais ce qui m'impressionnait, c'était la confiance absolue avec laquelle il croyait que cela fonctionnerait. « Emma est au courant ?» demandai-je. « Emma comprendra », répondit Robert fermement. « Elle a été élevée pour comprendre les réalités de la vie, contrairement à certaines personnes. » Certaines personnes. Il ne pouvait même pas prononcer mon nom lorsqu'il m'insultait. Je me suis levé lentement, rangeant l'enveloppe dans ma veste. Je dois d'abord parler à Emma. « Vous avez jusqu'à demain matin », a déclaré Patricia, comme si elle me faisait une faveur. 9 heures précises. Nous attendons votre signature ou votre départ définitif de notre famille. Je me suis dirigé vers la porte de la bibliothèque, sentant leur regard satisfait me brûler le dos. Ils étaient convaincus de m'avoir vaincu. Le pauvre sans ressources, obligé de choisir entre la dignité et l'amour. Si vous aimez voir comment certaines personnes sous-estiment les autres sur la base de leur apparence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir ce qui se passe lorsque ces suppositions s'avèrent complètement fausses. Car tandis que je quittais cette demeure, les épaules apparemment courbées par la défaite, mon esprit calculait déjà comment utiliser mes 5 millions de dollars bien cachés pour montrer aux Harrington qu'ils s'étaient trompés d'adversaire. L'humiliation n'avait pas commencé aujourd'hui. Elle avait commencé lors du premier dîner de famille, 2 ans auparavant, lorsque Patricia m'avait demandé si je trouvais vraiment approprié de porter un costume qui n'était clairement pas fait sur mesure pour un événement chez eux. « Nous ne voulons pas que vous vous sentiez mal à l'aise », avait-elle dit avec ce sourire venimeux, « mais peut-être que la prochaine fois, nous pourrons vous suggérer quelques magasins plus adaptés à votre budget. » Emma avait tenté de changer de sujet, mais le mal était fait. Le message était clair, je n'avais pas ma place ici. Les Harrington étaient la royauté de Boston. Une 4e génération de banquiers qui avait bâti un empire financier à partir d'une petite banque de Back Bay qui s'étendait désormais sur toute la côte est. Patricia venait d'une famille encore plus ancienne, les Whitmore, dont la fortune provenait du commerce maritime et du textile depuis avant la guerre de sécession.
Pour eux, la lignée n'était pas seulement importante, elle était tout. Robert dirigeait le Harrington Financial Group d'une main de fer, connu pour sa cruauté calculée dans les affaires. Patricia dirigeait la haute société de Boston comme un général commandant ses troupes, décidant qui avait accès aux cercles les plus exclusifs de la ville. Et moi, j'étais le fils de 2 professeurs de lycée de Worcester, dans le Massachusetts. Ma mère enseignait l'anglais, mon père les mathématiques. Ils s'étaient rencontrés à l'université, s'étaient mariés jeunes et avaient consacré leur vie à l'éducation avec la passion sincère de ceux qui croient que le savoir peut changer le monde. Pour les Harrington, cela faisait de moi un peu plus qu'un déchet. Professeur, avait murmuré Patricia lorsqu'Emma avait mentionné pour la première fois la profession de mes parents. Comme c'est noble. Le ton qu'elle avait employé indiquait clairement qu'elle considérait la noblesse comme synonyme d'insignifiance. Les humiliations sont devenues systématiques. Les invitations à des événements importants arrivaient en retard, par erreur. Mon nom était systématiquement oublié lors des présentations. Les conversations s'arrêtaient brusquement lorsque je m'approchais, comme si ma présence contaminerait les discussions importantes. Lors de la fête d'anniversaire des 60 ans de Robert, il a tenu à me présenter comme le petit ami d'Emma, Julian. Il travaille dans « C'est quoi déjà, ce que tu fais ? Quelque chose avec des ordinateurs ?» J'étais ingénieur logiciel senior dans l'une des plus grandes entreprises technologiques de la région, à la tête d'une équipe de 15 personnes. Mais pour Robert, tout travail qui n'impliquait pas de déplacer de l'argent était indigne de son attention. « Les ordinateurs », répétait-il à ses amis banquiers, comme si c'était la chose la plus ridicule au monde. Eh bien, quelqu'un doit bien les réparer quand ils tombent en panne, non ? Emma essayait toujours de me défendre, mais il y avait une hésitation chez elle, une honte subtile qui faisait plus mal que n'importe quelle insulte directe. Elle m'aimait, j'en étais sûr, mais une partie d'elle avait intériorisé les valeurs familiales. « Ils ont juste besoin de temps pour mieux te connaître », disait-elle après chaque incident. « Mes parents peuvent être difficiles, mais ils veulent ce qu'il y a de mieux pour moi. » Le meilleur pour elle, apparemment, n'incluait pas quelqu'un comme moi. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était à Noël dernier. Patricia avait accidentellement marqué mon cadeau comme étant pour l'ami d'Emma, même après 2 ans de relation. Quand je l'ai ouvert, c'était un livre sur comment s'habiller pour réussir dans sa carrière. J'ai pensé que ça pourrait être utile, avait-elle dit avec cette fausse gentillesse. L'image est tellement importante dans le monde des affaires, tu ne trouves pas ? Robert avait éclaté de rire en me tapant sur l'épaule, comme si nous étions de vieux amis. Patricia pense toujours à tout. Elle a l'œil pour les améliorations. J'avais ravalé l'insulte en silence, souriant et remerciant comme s'il s'agissait vraiment d'un cadeau bien intentionné. Emma était visiblement mal à l'aise, mais elle n'avait rien dit. C'est ce soir-là que j'ai décidé que s'ils voulaient jouer à des jeux d'argent et de statut social, je leur donnerais une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que mes parents enseignants m'avaient appris bien plus que l'humilité et le travail acharné. Ils m'avaient appris l'importance d'investir dans l'éducation, tant sur le plan personnel que financier. Lorsque mon grand-père maternel est décédé pendant ma dernière année au MIT, il a laissé derrière lui quelque chose de surprenant. Pas seulement une modeste maison à Cape Cod, mais un portefeuille d'investissement qu'il avait méthodiquement constitué pendant 50 ans. Des actions Apple achetées en 1980, Microsoft en 1986, Google lors de son introduction en bourse. 5 400 000 $ que j'avais gardé secret. Pas par honte, mais par principe. Je voulais être aimé pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. Je voulais bâtir une carrière fondée sur le mérite, pas sur des relations financières. Et, franchement, je voulais voir jusqu'où l'arrogance des Harrington les mènerait. Maintenant, en regardant le contrat prénuptial entre mes mains, je savais que le moment était venu de découvrir à quel point ils étaient vraiment stupides. Car pendant que Patricia et Robert se félicitaient d'avoir piégé le pauvre type dans leur bibliothèque remplie de livres jamais lus, j'étais déjà en train d'appeler mentalement mon avocat pour préparer une surprise qui ferait disparaître à jamais ce sourire arrogant de leur visage. La conversation avec Emma ce soir-là fut pire que je ne l'avais imaginé. Je l'ai retrouvée dans l'appartement que nous partagions à Back Bay, un penthouse moderne dont j'avais insisté pour partager les frais à parts égales, aux grandes dames de ses parents. Elle était assise sur le canapé italien que nous avions choisi ensemble, toujours vêtue du tailleur qu'elle portait au cabinet d'avocat où elle était associée junior. « Mes parents m'ont appelé », dit-elle avant même que j'ai eu le temps d'enlever ma veste. Ils m'ont parlé de la réunion d'aujourd'hui. Je posai l'enveloppe contenant le contrat prénuptial sur la table basse entre nous. « Et qu'en penses-tu » Emma évita mon regard, se concentrant sur ses mains entrelacées. « Julian, tu dois comprendre leur position. La famille a des responsabilités, un héritage à protéger. »« Un héritage », répétai-je, sentant une pointe de trahison. « Et moi ?
Quel genre d'héritage est-ce que je crée en signant un document qui fait de moi un gigolo bien habillé? Ne sois pas dramatique, soupira-t-elle en me regardant enfin. Ce n'est qu'une formalité juridique. Ça ne veut pas dire que je ne te fais pas confiance. Alors pourquoi n'as-tu pas rejeté l'idée de tes parents quand ils te l'ont présentée? Son hésitation me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Parce qu'ils ont peut-être raison, admit-elle dans un murmure. Nos origines sont très différentes, Julian. J'ai été élevé dans un monde où ces précautions sont la norme. Nos origines. Comme si je venais d'une autre planète. Emma, nous sommes ensemble depuis 2 ans. Tu penses vraiment que je suis avec toi pour l'argent de ta famille? Bien sûr que non, répondit-elle rapidement, mais le doute s'était installé dans ses yeux. Mais, eh bien, tu dois admettre que notre situation financière est déséquilibrée. Je gagne beaucoup plus que toi, je viens d'une famille établie. Alors tu es d'accord avec eux? Je suis d'accord qu'il faut être pragmatique quant à l'avenir. Pragmatique. Le mot que les riches utilisent pour justifier leur cruauté. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre qui donnait sur la Charles River. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau sombre, chaque point lumineux représentant des vies qui continuaient normalement tandis que la mienne s'effondrait. « Et si je refuse ?» demandai-je sans me retourner. « Julian, réponds à ma question, Emma. Si je refuse de signer ce document humiliant, tu annuleras notre mariage ?» Le silence se prolongea si longtemps que je crus qu'elle ne répondrait pas. « Mes parents ont dit qu'ils couperaient ma pension, » murmura-t-elle enfin, « et qu'ils me déshériteraient si je me mariais sans leur accord. » Maintenant, je comprenais. Il ne s'agissait pas seulement de protéger la fortune des Harrington. Il s'agissait d'un contrôle total. Ils utilisaient l'argent comme un collier, non seulement pour moi, mais aussi pour leur propre fille. « Alors tu as fait ton choix, » dis-je en continuant à regarder par la fenêtre. « Je n'ai rien choisi. Ils m'ont mise dans une position impossible. » Je me suis tourné vers elle. « Non, Emma. Ils t'ont donné le choix entre ta famille et l'amour. Et tu as choisi ta famille. » Des larmes ont commencé à couler de ses yeux, mais je n'ai pas pu ressentir de compassion. Pas quand elle était prête à me sacrifier pour conserver son style de vie. « S'il te plaît, Julian. Signe simplement le document. Ce n'est que du papier. Cela ne changera rien entre nous. »« Cela changera tout, » répondis-je. « Parce que chaque fois que nous nous regarderons, nous saurons que notre mariage a commencé lorsque tu as accepté que je sois inférieur à toi. » Je pris mon manteau et me dirigeai vers la porte. « Où vas-tu » demanda-t-elle, la panique émergeant dans sa voix. « Réfléchir. » Je me suis rendu directement à l'appartement de mon meilleur ami depuis l'université, Michael Shen. Il vivait à Cambridge, dans un modeste appartement près du MIT, où il travaillait comme professeur d'informatique. Michael était l'une des 3 personnes au monde à connaître ma véritable situation financière. « Bon sang !» a-t-il dit après que je lui ai expliqué toute la situation, en me servant un verre du whisky japonais qu'il gardait pour les grandes occasions. « Il pensait vraiment qu'il t'avait coincé. » Et c'est peut-être le cas, ai-je admis. Si je révèle maintenant que j'ai de l'argent, je passerai pour un malhonnête. Si je ne le fais pas, j'accepte d'être traité comme un parasite pour le reste de ma vie. Michael, toujours l'universitaire, a analysé la situation comme un problème mathématique. Ce n'est pas une question d'argent, Julian. C'est une question de pouvoir. Ils veulent établir une hiérarchie dans laquelle tu seras toujours subordonné. L'accord n'est qu'un symbole. Il avait raison. Même si je révélais ma fortune, les Harrington trouveraient d'autres moyens de me rabaisser. Ma richesse ne venait pas d'une lignée familiale ou d'une entreprise établie. À leurs yeux, c'était de l'argent nouveau et donc inférieur. Tu as 2 options, a poursuivi Michael. Accepter l'humiliation et passer le reste de ta vie à être traité comme un citoyen de seconde zone, ou... Oh! Un lent sourire s'est dessiné sur son visage. Ou tu leur donnes une leçon sur le fait de sous-estimer les gens. Cette nuit-là, Michael et moi avons travaillé jusqu'à l'aube pour élaborer un plan. Il ne s'agissait pas seulement de révéler ma richesse, mais de le faire d'une manière qui exposerait l'hypocrisie et la superficialité des Harrington de manière si complète qu'ils ne s'en remettraient jamais socialement. Le truc, expliqua Michael, c'est le timing. Si tu le révèles trop tôt, ils ajusteront simplement leur discours. Trop tard, et ça perd tout son impact. Il faut trouver le moment parfait. Et je savais exactement quand ce moment serait venu. La fête de fiançailles. Les Harrington avaient insisté pour organiser une grande fête pour 200 invités de l'élite de Boston au Harvard Club. C'était leur chance de montrer le mariage convenable d'Emma, même si je n'étais qu'un accessoire toléré. Ils vont me présenter comme le petit ami chanceux qui a gagné le gros lot en épousant Emma,
ai-je expliqué à Michael. Ils feront des blagues subtiles sur mes origines modestes, mentionneront peut-être même leur générosité en thème accueillant dans leur famille. Et c'est là que tu renverses la situation. Exactement. Devant toute la haute société de Boston, je révélerai non seulement ma véritable situation financière, mais j'exposerai également les accords prénuptiaux humiliants et l'ultimatum. Je transformerai leur fête en une victoire totale pour moi. Le lendemain, j'ai appelé mon avocat, Harold Sterling, un homme sévère d'une 60aine d'années qui avait géré les investissements de mon grand-père et s'occupait désormais des miens. Je lui ai expliqué la situation en détail. Intéressant, fut tout ce qu'il dit dans un premier temps. Et vous voulez rendre cela public? Je veux que toute la société de Boston sache exactement quel genre de personnes sont les Harrington. Très bien. Je vais préparer tous les documents nécessaires. Relevé bancaire, certificat d'investissement, évaluation de l'entreprise. Tout sera authentifié et incontestable. Pendant qu'Harold s'occupait des aspects juridiques, j'ai commencé mes propres recherches sur la famille Harrington. S'il voulait jouer les durs, je devais connaître toutes les règles. Ce que j'ai découvert était fascinant. La fortune des Harrington, bien que considérable, n'était pas aussi solide qu'elle en avait l'air. Robert avait fait quelques investissements douteux ces dernières années, et la banque faisait l'objet de pressions réglementaires pour des pratiques de prêt douteuses. Plus intéressant encore, Patricia venait d'une famille aisée, mais celle-ci avait perdu la majeure partie de sa fortune 2 générations auparavant. Elle avait épousé Robert autant par amour que par nécessité financière. Toute cette arrogance sur leur lignée n'était que du théâtre. En d'autres termes, les Harrington étaient, à bien des égards, exactement ce dont ils m'accusaient, des opportunistes sociaux utilisant le mariage pour améliorer leur position. L'ironie était délicieuse. Emma m'a appelé plusieurs fois cette semaine-là, chaque conversation plus désespérée que la précédente. Elle sentait que quelque chose avait changé en moi, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. « Julian, s'il te plaît, discutons-en rationnellement », m'a-t-elle supplié lors de notre dernier appel. Mes parents sont prêts à faire quelques petits ajustements à l'accord. Quelques petits ajustements, répétai-je. Comme quoi? Me laisser garder mes chaussures en cas de divorce? Ne sois pas sarcastique. Ils veulent juste protéger les intérêts de la famille. Et mes intérêts? Que penses-tu qu'il leur arrivera? Silence. Je t'aime, Julian. Cela ne devrait-il pas suffire? Non, répondis-je avec une clarté qui me surprit moi-même. Pas quand cet amour s'accompagne de conditions humiliantes. Ce soir-là, je mis tout en place. Harold avait préparé une présentation complète de ma situation financière. Michael m'aida à chronométrer chaque élément pour un impact maximal. Et j'avais répété mon discours jusqu'à pouvoir le réciter dans mon sommeil. Car tandis que les Harrington se préparaient à m'humilier publiquement lors de la fête de fiançailles, supposant que j'accepterais gracieusement mon rôle de gendre toléré, j'étais sur le point de renverser complètement la situation. Ils voulaient une démonstration de pouvoir? Je leur donnerais une leçon sur ce que le pouvoir signifie vraiment. Et lorsque le soleil se coucha sur Boston ce vendredi-là, 6 jours avant le mariage qui n'aurait jamais lieu, je savais que j'étais prêt pour l'affrontement qui allait déterminer non seulement mon avenir, mais aussi la place des Harrington dans la société qu'ils chérissaient tant. Après tout, ils avaient commis l'erreur fatale de sous-estimer quelqu'un qui avait passé 2 ans à étudier leurs faiblesses pendant qu'ils s'amusaient à exploiter les miennes. Le lundi matin, Harold Sterling m'a accueilli dans son bureau de Bacon Street avec la précision militaire de quelqu'un qui avait passé 40 ans à naviguer dans les eaux troubles de l'élite financière de Boston. À 62 ans, c'était le genre d'avocat que les riches engageaient lorsqu'ils avaient besoin de faire disparaître discrètement des problèmes. « Julian », dit-il en me faisant signe de m'asseoir dans le fauteuil en cuir qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens, j'ai examiné votre situation financière et les documents des Harrington. C'est fascinant. Il ouvrit un épais dossier posé sur la table entre nous. Votre portefeuille d'investissement est impeccable. Diversifié, prudent, mais avec une croissance constante. Votre grand-père était clairement un homme avisé. Et les Harrington? Demandai-je. Un lent sourire se dessina sur le visage d'Harold. Ah, c'est là que ça devient intéressant. Robert a fait quelques manœuvres douteuses ces 2 dernières années. La banque fait l'objet d'une enquête pour pratique de prêt abusive. Rien de criminel pour l'instant, mais suffisamment pour attirer l'attention des autorités de régulation. Il fit glisser une autre pile de documents vers moi. Et Patricia? Sa famille a perdu 80% de sa fortune en 1987. Elle a épousé Robert autant par amour que par nécessité. Toute cette arrogance sur la lignée familiale n'est que du théâtre. L'ironie était parfaite. Il me jugeait pour être un chasseur de fortune, alors que Patricia avait fait exactement la même chose 3 décennies auparavant. À quel point voulez-vous que cela soit public?
demanda Harold en entrelaçant ses doigts. Complètement public. Je veux que toute la société de Boston sache exactement qui sont les Harrington et à quel point ils m'ont sous-estimé. Harold acquiesça. Alors, nous avons besoin de documents irréfutables. Des relevés bancaires certifiés, des certificats d'investissement, des évaluations de l'entreprise de votre grand-père. Tout doit être muni de cachets officiels et de signatures reconnues. Nous passâmes 3 heures à organiser chaque détail. Harold préparait une présentation complète, comprenant des graphiques de croissance patrimoniale et des comparaisons avec d'autres familles établies de Boston. Ce ne serait pas seulement une révélation, ce serait un cours magistral en gestion financière. Et le timing ? Demanda-t-il. La fête de fiançailles. Samedi soir au Harvard Club. 200 invités parmi l'élite de Boston. Parfait. Impact maximal. Humiliation maximale pour eux. Pendant qu'Harold réglait les aspects juridiques, j'ai commencé ma propre enquête sur les points faibles des Harrington. J'ai appelé des contacts dans le secteur financier, j'ai consulté des registres publics, j'ai discuté discrètement avec des personnes qui avaient travaillé avec la banque. Ce que j'ai découvert était accablant. Robert avait été impliqué dans au moins 3 scandales au cours des 5 dernières années, tous soigneusement étouffés par des accords à l'amiable. L'un concernait la discrimination sexuelle à l'égard des employés, l'autre portait sur la manipulation des taux d'intérêt pour certains clients. Patricia était encore plus vulnérable. Ses activités philanthropiques étaient principalement des stratagèmes visant à redorer son image. Le comité caritatif qu'elle présidait avait détourné des fonds pour organiser des événements sociaux luxueux, tout en ne donnant que des miettes aux causes réelles. Plus intéressant encore, ils avaient des dettes importantes envers des personnes très puissantes. Des faveurs qui pourraient être réclamées au moment opportun. Emma m'a appelé mercredi, la voix chargée d'angoisse. « Julian, mes parents me posent des questions sur le contrat prénuptial. Tu as pris une décision ? J'y réfléchis encore. » Ai-je menti doucement ? « S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Ce n'est qu'un document. Un simple document. Comme si ma dignité n'était que du papier. Emma, réponds-moi honnêtement. Si nos rôles étaient inversés, si ta famille était une famille d'enseignants et que la mienne était riche, signerais-tu un accord qui te laisserait sans rien ? Le silence qui suivit fut la réponse dont j'avais besoin. C'est différent, dit-elle finalement. Comment ? Parce que tu es un homme. Les hommes sont naturellement plus ambitieux financièrement. Voilà. C'était la vraie Emma, celle qui avait complètement intériorisé les préjugés de sa famille. Son amour était assorti d'astérisques et de conditions dont elle n'avait même pas conscience. Je comprends, ai-je répondu calmement. Merci pour ton honnêteté. Le jeudi, Michael m'a aidé à répéter ma présentation. Nous avions loué une petite salle de conférence pour simuler l'environnement. Souviens-toi, m'a-t-il dit, tu n'essaies pas seulement de les humilier. Tu réécris l'histoire. Vous passez du statut de victime à celui de protagoniste. J'ai répété le timing, l'intonation, chaque pause dramatique. La présentation devait durer exactement 12 minutes, suffisamment longtemps pour avoir un impact maximal sans perdre l'attention du public. Et si Emma essaie de vous interrompre ? A demandé Michael. Alors elle découvrira, en même temps que tous les autres, quel genre d'homme elle a vraiment choisi pour se fiancer. Le vendredi, Harold m'a remis le dossier complet. C'était un véritable chef-d'œuvre, des graphiques colorés, des comparaisons détaillées, même des projections de croissance future. Le tout présenté avec l'élégance d'une proposition d'investissement de Wall Street. Une dernière question, m'a dit Harold pendant que je parcourais les documents. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ? Une fois que vous aurez rendu cela public, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Votre vie privée sera détruite à jamais. J'ai réfléchi sérieusement à cette question. Pendant 2 ans, j'avais chéri ma vie privée financière, la possibilité d'être jugé sur mon caractère plutôt que sur mon solde bancaire. Mais les Harrington m'avaient forcé la main. Ils avaient transformé ma discrétion en vulnérabilité, mon humilité en faiblesse. Je suis prêt, ai-je répondu avec une conviction absolue. Si vous suivez cette histoire de revirement et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette préparation minutieuse va se transformer en la chute la plus spectaculaire que la société bostonienne ait jamais connue. Ce soir-là, j'ai rangé tous les documents dans un classeur en cuir italien, provenant, par coïncidence, du même magasin où Patricia a acheté ses sacs à main de luxe. Le symbolisme ne m'a pas échappé. Chaque page représentait une année de travail acharné, d'investissements intelligents et de croissance financière que les Harrington n'auraient jamais imaginé que quelqu'un de ma classe puisse atteindre. Chaque graphique racontait l'histoire d'un homme qui avait bâti sa fortune grâce à son mérite et à sa patience, et non grâce à son héritage et à la manipulation.
Emma est rentrée à la maison vendredi soir, l'air épuisé. Elle avait passé la semaine à essayer de jouer les médiateurs entre moi et ses parents, une position impossible qui lui coûtait clairement cher. « Julian, dit-elle en s'affalant sur le canapé, je dois connaître ta décision finale. La fête est demain. » Je m'assis à côté d'elle et lui pris les mains. « Emma, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais je ne peux pas commencer notre mariage en acceptant d'être traité comme un inférieur. » Des larmes ont commencé à couler de ses yeux. « Alors tu vas tout annuler ? Gâcher 2 ans juste à cause d'un stupide bout de papier ? » « Non, ai-je répondu doucement. Je n'annulerai rien. Mais demain soir, pendant la fête, je vais clarifier certaines choses avec ta famille et tous les invités. » La confusion s'est affichée sur son visage. Quel genre de choses ? Tu le découvriras en même temps que tout le monde. Cette nuit-là, tandis qu'Emma dormait paisiblement à mes côtés, je restais éveillé à regarder le plafond, imaginant chaque instant de la nuit suivante. Les Harrington avaient organisé cette fête comme une démonstration de pouvoir, une occasion de montrer à quel point ils étaient généreux d'accueillir quelqu'un de ma classe dans leur illustre famille. Ils ne savaient pas qu'ils avaient créé le décor parfait pour leur propre humiliation. Car pendant que Patricia choisissait des fleurs et que Robert répétait son discours condescendant sur l'accueil du nouveau membre de la famille, je mettais la touche finale à une présentation qui allait changer à jamais la façon dont la société de Boston les percevait, eux et moi. La fête de fiançailles, qui devait être mon humiliation publique, allait devenir le début de la chute sociale la plus spectaculaire que Bacon ait jamais connue. La fête de fiançailles au Harvard Club battait son plein lorsque je suis arrivé, ponctuel, à 8 heures du soir. La salle principale avait été transformée en une démonstration d'opulence typique des Harrington. Des compositions florales qui coûtaient plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens, du champagne Dom Pérignon servi comme de l'eau, et un quatuor à cordes jouant de la musique classique. 200 personnes de l'élite de Boston circulaient en petits groupes, toutes vêtues de leurs plus beaux atours. Banquiers, politiciens, juges, hommes d'affaires, pratiquement tous ceux qui comptaient dans le cercle social des Harrington étaient présents. Emma m'a salué à l'entrée, éblouissante dans une robe bleu marine qui s'harmonisait parfaitement avec le cadre formel. « Julian, tu arrives à point nommé. » Papa était sur le point de prononcer son discours de bienvenue. Un timing parfait, ai-je pensé. Exactement comme prévu. Robert Harrington se tenait au centre de la salle, une coupe de champagne à la main, rayonnant de la confiance de celui qui s'apprêtait à exécuter ce qu'il croyait être une démonstration magistrale de pouvoir social. « Chers amis, » commença-t-il, sa voix résonnant dans la salle avec l'autorité de décennies passées à diriger des salles de réunion, « Patricia et moi sommes ravis de célébrer les fiançailles de notre chère Emma. » Des applaudissements polis ont retenti dans la salle. Comme vous le savez, notre famille a toujours valorisé la tradition, la lignée et la prudence financière. Quelques rires complices. Et bien que Julian vienne d'un milieu plus modeste, nous sommes heureux de l'accueillir dans notre famille. Des origines modestes. Chaque mot était soigneusement choisi pour me rabaisser. Après tout, a poursuivi Robert, profitant clairement du moment, l'amour transcende parfois les différences de classe, n'est-ce pas ? Et nous sommes certains que Julian apprendra beaucoup sur la responsabilité financière à nos côtés. D'autres rires, cette fois avec une pointe de condescendance. Plusieurs personnes ont regardé dans ma direction avec ce mélange de pitié et d'amusement que la haute société réserve aux outsiders. Patricia a rejoint son mari, son sourire venimeux brillant comme une lame tranchante. Julian s'est montré très flexible concernant les aspects pratiques du mariage, très compréhensif à l'égard de certaines protections que les familles établies doivent maintenir. Le contrat prénuptial. Elle annonçait pratiquement à toute la société bostonienne que j'avais accepté d'être traité comme un gigolo bien habillé. « Alors, je vous en prie, » dit Robert en levant son verre, « joignez-vous à nous pour souhaiter la bienvenue à Julian dans notre famille. Je suis sûr qu'il bénéficiera énormément de l'orientation que nous pouvons lui offrir. » C'est à ce moment précis que je me suis dirigé vers le centre de la salle. « En fait, ai-je dit, ma voix coupant le brouhaha de la foule, avant tout toast, j'aimerais partager certaines choses avec vous. » Un silence curieux s'est propagé dans la pièce. Robert et Patricia ont échangé des regards légèrement irrités, clairement mécontents de cette interruption du scénario prévu. « Julian, mon chéri, » a dit Patricia avec une douceur feinte, « peut-on discuter après ?»« Non, je pense que c'est le moment idéal. » ai-je interrompu en sortant un porte-document en cuir de ma veste. Surtout que Robert vient de mentionner la responsabilité financière. J'ouvris le porte-document et en sortis les premiers documents que Harold avait préparés. Écoutez, il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à la famille Harrington. Quelque chose à propos de ma propre situation. Le silence était désormais total. 200 personnes étaient complètement concentrées sur chaque mot.
Lorsque mon grand-père maternel est décédé pendant ma dernière année au MIT, il m'a laissé un héritage. Pas la modeste maison de Cape Cod à laquelle tout le monde s'attendait, mais un portefeuille d'investissement constitué au cours de 50 années. Je levai le premier document afin que tout le monde puisse le voir. Des relevés bancaires certifiés par la Bank of America, indiquant un actif net de 5 400 000 $. Un murmure de stupéfaction parcourut l'assemblée. Patricia était visiblement pâle, tandis que Robert semblait digérer des informations contradictoires. Cela comprend, poursuivis-je en sortant d'autres documents, des actions Apple acquises en 1980, Microsoft en 1986 et Google lors de son introduction en bourse. Tout est documenté ici par mon conseiller financier, Harold Sterling. Harold, stratégiquement placé près du bar, a discrètement hoché la tête lorsque j'ai mentionné son nom. Plusieurs personnes l'ont immédiatement reconnu. C'était une légende dans le domaine de la gestion de fortune à Boston. Julian, murmura Emma à mon oreille, la voix chargée de choc. De quoi parles-tu? Je parle de malhonnêteté, Emma. De la façon dont certaines personnes font des suppositions basées sur des préjugés. Je me suis tourné vers Robert et Patricia pour les regarder droit dans les yeux. Vous avez passé 2 ans à me traiter comme un parasite social, à faire des blagues sur mes origines modestes, à suggérer que j'avais besoin de conseils financiers, à insinuer que j'étais un chasseur de fortune. La tension dans la pièce était palpable. Personne ne bougeait. Et puis, 3 jours avant le mariage, vous m'avez tendu un piège avec un contrat prénuptial qui me transformait pratiquement en employé bien habillé. Un document tellement unilatéral et humiliant qu'il serait risible s'il n'était pas insultant. J'ai sorti une copie du contrat prénuptial de mon dossier. Ce document, préparé par les avocats de la famille Harrington, stipule qu'en cas de divorce, je n'aurai droit à rien. Les biens acquis pendant le mariage resteraient à Emma. Mes droits sur la propriété intellectuelle seraient limités et je serais essentiellement traité comme un employé et non comme un mari. Patricia retrouva enfin sa voix. Julian, ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment, répondis-je fermement. Parce que vous avez tenu à rendre ma situation financière publique. Alors discutons-en publiquement. Harold s'approcha, portant son propre dossier. Mon conseiller a préparé une analyse comparative intéressante, ai-je poursuivi. Mon portefeuille d'investissement a généré un rendement de 8% par an au cours des 5 dernières années. Le Harrington Financial Group a enregistré un rendement de 5,7% sur la même période. Des rires nerveux ont commencé à s'élever parmi certains invités. Robert transpirait visiblement à présent. Mais voici la partie vraiment intéressante, ai-je dit en sortant une autre pile de documents. Mon conseiller a fait quelques recherches sur la solidité financière de la famille Harrington elle-même. Le visage de Robert est passé du rouge au blanc en quelques secondes. Apparemment, la banque fait l'objet d'une enquête pour pratique de prêts abusives. Les actifs familiaux ont diminué de 23% au cours des 2 dernières années en raison d'investissements douteux. Et la fortune de la famille Whitmore, dont est issue Patricia? Eh bien, ils ont perdu 80% de leur richesse en 1987. Patricia semblait sur le point de s'évanouir. En d'autres termes, conclut-il en regardant directement la foule stupéfaite, les personnes qui ont passé 2 ans à me juger comme un chasseur de fortune sont elles-mêmes beaucoup moins stables financièrement qu'elles ne le pensaient. Le silence était assourdissant. Emma m'a tiré par le bras. « Julian, arrête ça. Tu humilies ma famille. »« Non, » ai-je répondu en me libérant gentiment. « Je ne fais que révéler la vérité qu'ils ont essayé de cacher derrière leur arrogance et leurs préjugés. » Je me suis tourné vers la foule une dernière fois. Au fait, Patricia a mentionné ma « flexibilité » en matière de protection familiale. Pour clarifier les choses, j'ai refusé de signer tout accord qui me traiterait comme un être inférieur. Parce que j'ai découvert quelque chose d'intéressant ces derniers jours. Je fis une pause dramatique. Les personnes vraiment riches n'ont pas besoin de rappeler constamment leur richesse aux autres. Les personnes vraiment sophistiquées n'ont pas besoin d'humilier les autres pour se sentir supérieures. Et les personnes vraiment sûres d'elles n'ont pas besoin d'accords juridiques pour entretenir des relations. Robert a finalement explosé. Vous n'avez pas le droit de porter ces accusations en public. Notre avocat va faire quoi? L'ai-je interrompu calmement. Poursuivre quelqu'un pour avoir révélé des informations financières publiques? Tout ce que j'ai présenté ici est disponible dans les registres gouvernementaux ou a été volontairement partagé par vous lorsque vous avez essayé de m'humilier. Je me suis tourné vers Emma une dernière fois. La question qui reste est simple. Veux-tu épouser quelqu'un qui te respecte comme son égal, ou veux-tu épouser quelqu'un qui accepte d'être traité comme un subordonné par sa famille? Alors qu'Emma cherchait ses mots, j'ai commencé à marcher vers la sortie. Mais avant de partir complètement,
Je me suis arrêté et je me suis tourné vers la foule une dernière fois. Pour ceux qui sont curieux de savoir comment cette histoire se termine, je vous recommande de suivre l'actualité financière la semaine prochaine. Car pendant que les Harrington s'affairaient à planifier mon humiliation, j'étais occupé à organiser quelque chose de bien plus intéressant. Sur ces mots, j'ai quitté la fête dans un silence absolu, sachant que j'avais semé des graines qui allaient donner lieu à des conséquences que les Harrington n'auraient jamais pu imaginer. Les semaines qui ont suivi la fête de fiançailles ont été un véritable séisme social à Boston. Les révélations que j'avais faites au Harvard Club se sont répandues dans la haute société comme une traînée de poudre. Le lendemain, le Boston Globe a publié un article d'investigation sur les pratiques douteuses du Harrington Financial Group. Apparemment, ma présentation avait incité les journalistes à enquêter plus en profondeur. Robert a été contraint de démissionner du conseil d'administration de 3 organisations caritatives lorsque des questions sur des conflits d'intérêts ont été soulevées. La banque a fait l'objet d'un audit complet qui a révélé des irrégularités encore pires que celles que j'avais mentionnées. Patricia a vu son poste de présidente du comité caritatif de Bacon, révoqué lorsqu'on a découvert qu'elle avait détourné des fonds pour financer ses fêtes extravagantes. Emma est venue me voir 5 jours après la fête, se présentant à mon appartement les yeux gonflés d'avoir pleuré. « Julian », m'a-t-elle dit d'une voix brisée, je ne savais pas. Je ne savais rien de l'argent, de la véritable nature de mes parents, de rien. Tu en savais assez, lui ai-je répondu calmement. Tu savais qu'ils te traitaient mal et tu as choisi de rester à leur côté. J'avais peur de les perdre complètement. Et maintenant, tu m'as perdu, moi, et tu les as perdus eux aussi. L'ironie était parfaite. Les Harrington avaient perdu non seulement un gendre riche, mais aussi leur réputation sociale et leur situation financière stable. Michael m'a appelé une semaine plus tard avec des nouvelles encore meilleures. « Julian, tu ne vas pas le croire. 3 familles importantes de Boston ont annulé leur contrat avec la banque des Harrington. Et ce club exclusif où Patricia se pavanait toujours, ils lui ont suggéré de prendre un peu de recul par rapport à la vie sociale. Mais le changement le plus important s'est produit en moi. Pendant 2 ans, j'avais caché ma richesse par humilité, mais j'ai appris que la transparence n'est pas de l'arrogance lorsqu'elle sert à défendre la dignité. J'ai commencé à utiliser ma fortune de manière plus active. J'ai investi dans des startups technologiques dirigées par des personnes issues de milieux modestes, j'ai créé un fonds de bourse pour les enfants d'enseignants afin qu'ils puissent étudier au MIT, et j'ai mis en place un programme de microcrédit pour les petits entrepreneurs. 6 mois plus tard, j'ai croisé Patricia par hasard au supermarché. Elle achetait des produits de marque générique, un changement radical par rapport aux produits gastronomiques qu'elle avait l'habitude d'afficher. « Julian », m'a-t-elle dit en évitant mon regard. Je voulais m'excuser. Mon comportement était inacceptable. « Merci », ai-je simplement répondu. Il n'y avait pas lieu d'en faire tout un drame. Robert a dû vendre le manoir de Bacon, il est déménagé dans un appartement modeste. J'ai entendu dire qu'il avait trouvé un emploi de conseiller financier junior, un poste qu'il aurait normalement donné à quelqu'un de 30 ans plus jeune. Emma, elle a officiellement annulé ses fiançailles 2 semaines après la fête. Elle a déménagé à San Francisco, où personne ne connaissait le scandale familial. Je reçois parfois des nouvelles par l'intermédiaire d'amis communs. Elle travaille dans un petit bureau et reconstruit sa carrière loin de l'ombre de ses parents. Le plus gratifiant a été de découvrir que mon histoire avait inspiré d'autres personnes. J'ai reçu des dizaines de messages d'hommes et de femmes qui avaient été sous-estimés par la famille de leurs partenaires et qui avaient trouvé le courage de se défendre. Harold m'a dit quelque chose qui m'a marqué. « Julian, tu n'as pas détruit les Harrington. Tu as simplement retiré les masques qu'ils portaient. La destruction qui a suivi a été causée par ce qu'ils étaient vraiment. La leçon que j'en ai tirée est simple. Ne laissez jamais les autres définir votre valeur sur la base de suppositions et de préjugés. Lorsque les gens vous sous-estiment, cela ne reflète pas vos limites, mais leur incapacité à voir au-delà des apparences superficielles. Aujourd'hui, j'utilise ma richesse non pas pour m'afficher, mais pour créer des opportunités pour d'autres qui, comme moi, ont été jugés sur leurs origines plutôt que sur leur potentiel. Si vous êtes dans une situation où les gens vous sous-estiment ou vous traitent comme un inférieur, rappelez-vous, votre réponse ne doit pas nécessairement être la destruction, mais peut-être la transformation. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de devenir la meilleure version de soi-même et de laisser la vérité parler d'elle-même. Si les histoires de dépassement de soi et de revirement vous inspirent autant qu'elles m'inspirent, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous avons beaucoup d'autres histoires de personnes qui ont refusé d'accepter d'être rabaissées. Au final, les Harrington ont essayé de m'humilier, mais ils m'ont seulement donné l'occasion de montrer au monde qui j'étais vraiment. Ils ont payé le prix de leur arrogance, tandis que j'ai découvert la valeur de l'authenticité. Et ça, mes amis, c'est une leçon qui vaut 5 millions de $.